très heureuse de vous retrouver sur EFTV5 dans ce fabuleux décor. Je suis Païri. Moi, c'est Michel D. Bienvenue dans la causerie. Ici, on cause, on rit. De quoi parle-t-on aujourd'hui, Michel? Notre question nous vient d'Adèle. Adèle voudrait savoir quel est le bon moment d'aborder les finances dans sa nouvelle relation. Ça fait 3 mois qu'elle a rencontré un mec qu'elle aime bien et elle se demande est-ce que c'est le bon moment de lui demander combien est-ce qu'il gagne, quelle est sa crédibilité bancaire, quels sont ses objectifs à court et à long terme. Alors, j'ai dit qu'elle est quelqu'un qui travaille dur, elle est déterminée et elle aime savoir là où elle va. Et elle voudrait se rassurer qu'ils peuvent vraiment faire ce chemin ensemble, financièrement parlant. Et qu'est-ce qu'Adèle fait? Elle n'a pas expliqué ce qu'elle fait, mais tu comprends que c'est une femme indépendante, elle travaille dur et elle veut se rassurer que le mec avec qui elle est aussi est dans la même lancée, quoi. Est dans la même lancée. Mais c'est simple. Il faut juste le lui demander franchement. Et bon, peut-être Lui demander quoi? Lui demander combien il gagne, franchement? Oui, franchement, déjà lorsqu'on se rencontre dans les premières conversations, c'est déjà qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Et avec la profession, on sait à peu près combien la personne touche. Mais si tu veux savoir exactement, il faudrait le lui demander franchement. Mais si elle n'a pas pu le faire, c'est que peut-être, bon, je ne sais pas, le compagnon est peut-être, c'est pas assez facile de lui parler, ou bien elle voit déjà, ou bien elle-même elle a déjà des sujets. Non, moi l'impression que j'ai, c'est qu'elle a peur de peut-être frustrer la relation. Donc elle est vraiment intéressée à la relation et elle se demande que en posant déjà cette question-là, est-ce que ça ne va pas peut-être frustrer l'autre personne et peut-être... Mais non, essaie de faire un dîner chez toi, et puis dans une bonne ambiance, relax, et tu en parles. Tu peux commencer, quand tu étais jeune, c'était quoi tes rêves, quel est ton métier de rêve et tout ça. Mais, et puis maintenant, vous revenez sur ce qu'il fait. Et puis, ben, exactement combien tu touches en fait. Juste, tu glisses ça pendant une conversation anodine et puis voilà, tu seras fixé. Moi, pour moi, donc tu penses que le plus tôt est le mieux? Oui, mais déjà 3 mois, c'est déjà 3 mois déjà, on doit pouvoir donner une direction à la relation. Donc, si elle sait déjà ce qu'elle veut et qu'elle veut juste savoir si, par exemple, soit le compagnon peut, si elle a des difficultés financières, il peut l'aider, ou bien s'ils sont au même niveau, ou bien si elle gagne moins, ou s'il gagne moins, si ce serait à elle de l'aider, peut-être que c'est tout ça qu'elle aimerait savoir. Bon, donc, moi je pense que 3 mois c'est pas beaucoup de temps. Il faut pas faut pas aller vite en besogne, parce que je me dis que quand tu rencontres déjà une personne, il y a certains critères de sélection sur lesquels tu dois te baser pour aller avec la personne, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne fait dans la vie. Et généralement, si la personne te dit déjà ce qu'elle fait dans la vie, comme tu l'as dit tantôt, ça te donne déjà une indication de son rang social, par exemple. Et aussi, il y a aussi d'autres petits signes. Quand tu vois, par exemple, le genre d'appartement ou le genre de maison dans laquelle la personne habite, ou alors le genre de voiture que la personne conduit, tout ça sont des petites indications qui peuvent te là, je renseigner. t'arrête tout de suite. Non, je t'arrête tout de suite. Tout ça peut te renseigner sur les revenus de la personne. Excuse-moi, mais ça peut être une personne qui aime le paraître en fait, parce que c'est possible de prendre des crédits pour tout. Ce n'est pas évident, parce que même pour te donner le crédit, d'abord, on va regarder ta crédibilité bancaire. Et si tu prends le crédit avec un ami, il y a des gens, non. Là, et on va voir ton salaire. C'est vrai que je te coupe, mais laisse-moi aller au bout de cette idée-là. Donc, il y a des gens qui aiment paraître, donc qui vont vivre au-dessus de leurs moyens. Il a une belle voiture, un bel appartement, mais tu n'as aucune idée de comment est-ce que la personne s'arrange pour payer ça. Ou bien aussi, il y a des personnes qui en ont plein, mais qui sont peintres.
Donc, tu vas voir la personne qui vit dans un appartement pour petit budget et une vieille voiture, mais qui... C'est juste la simplicité. Mais je dirais que ça, c'est des exceptions. Ça, c'est des exceptions. Généralement, il y a des signes qui ne vont pas te tromper. Ouais, il y a des signes qui ne vont pas te tromper. Tu ne vas pas être un médecin et tu vas vivre dans un appartement subventionné par l'État. Combien de personnes vont le faire? Peut-être 1 sur 1000 personnes. Et ça veut dire même que quelque chose ne va pas avec cette personne-là. Voilà, moi je dirais que si tu t'es mise en relation avec la personne, il ne faut pas aller vite en besogne. Il faut permettre à la relation de se développer. Il faut permettre aux choses de venir naturellement. Parce que déjà, si tu es avec la personne, ça veut dire qu'il y a des choses qui t'ont intéressé. C'est pour ça que tu as accepté de te mettre en relation avec la personne. Si la personne ne faisait déjà pas le genre de métier que tu apprécies, si la personne déjà peut-être n'était pas dans un environnement que toi tu valides, tu ne serais pas avec la personne. Donc moi je dirais que prends le temps de te réjouir de cette relation parce qu'il paraît que tout marche bien d'après les impressions que j'ai eues. Et ne t'inquiète pas trop, ne t'inquiète pas trop. Vous n'êtes pas encore au niveau où vous voulez peut-être prendre une maison ensemble, ça ne fait que 3 mois. Donc donnez-vous le temps de grandir dans la relation et le reste viendra après. C'est mon humble opinion. C'est mon humble opinion. Merci, Michel. Je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce qu'après 3 mois, vous pensez que c'est assez déjà pour aller carte sur table et parler de combien on gagne, c'est quoi ton crédit score, comme on dit en Amérique et tout. Ou alors il faut attendre un peu. Bon, Eric pense qu'il faut attendre, qu'il faut aller droit au but. Bon, moi je ne sais pas ce que vous pensez. Partagez vos points de vue. Commentez, bien sûr. Il faut qu'on aide Adèle. Eh bien, la famille est très importante et ce qui fait une famille, entre autres, ce sont les enfants. Et qui parle d'enfants parle d'éducation, parle d'amour, parle d'attention. Et dans ce souci d'éduquer les enfants, on se retrouve parfois à les envoyer dans des institutions spécialisées, dans des écoles avec des internats. Et Michel a quelque chose pour nous, quelque chose qui s'est passé dans un internat. Et c'était où déjà? L'histoire se déroule au Nigeria. Il y a un jeune, un enfant de 12 ans qui est assassiné par, il se pourrait, par ses camarades de classe. Il subissait oui, c'est vraiment triste. Il subissait des pressions négatives. Il se pourrait même que c'est une affaire d'occultisme. On voulait l'intégrer dans une certaine secte. En fait, c'est ce que nous recevons sur les réseaux sociaux parce qu'on ne saura vraiment pas ce qui s'est passé parce que malheureusement, il est décédé. Donc, avant sa mort, il va à la maison pour les congés. Il part passer des congés à la maison, revenant de l'internat. Et sa maman dit qu'il avait tellement changé. Il n'était plus le même enfant qu'elle connaissait, que son mari et elle connaissaient. Il était renfermé sur lui-même. C'est à peine qu'il disait 2 mots. Ils lui ont même acheté des petits cadeaux. Ils lui ont acheté un vélo pour essayer de lui faire plaisir en espérant qu'il devait sortir de sa coquille. Mais l'enfant est resté toujours triste et renfermé. Et elle dit que ce qui l'a un peu touché et marqué, c'est qu'à la veille du jour où il devait retourner à l'internat, elle est venue, elle l'aidait à plier ses valises, elle était en train de faire ses valises. Et l'enfant vient et lui dit, maman, est-ce que tu peux dire à papa de ne pas me renvoyer dans cet internat-là? Est-ce que tu peux lui dire de me trouver une autre école? Elle dit qu'elle a arrêté, elle était choquée et elle lui a demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a regardé à terre, il a baissé le regard et il a dit, non maman, il n'y a pas de problème, je vais y aller, il n'y a pas de problème. Et voilà, il va, ça fait juste quelques jours, à peine une semaine, on l'appelle, elle et son mari, pour leur dire que l'enfant est tombé et il se sent mal. Il faut venir le récupérer pour emmener à l'hôpital. Ils arrivent, ils voient que l'enfant a la face gonflée, l'enfant est vraiment mal. Et l'enfant est terrifié. On demande à l'enfant, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant ne parle pas. Il était tellement terrifié de parler, même devant le principal de l'école. C'est quand ils sont dans la voiture, en route pour l'hôpital, que l'enfant ose leur dire que maman, ils m'ont tabassé.
Ils m'ont enfermé dans le placard pendant 2 jours. Ils ont mis un produit dans ma bouche et ils m'ont forcé à l'avaler. Et il arrive à l'hôpital sans même recevoir les soins, il décède. Et tu vois, c'est vraiment désolant, c'est choquant. La maman dit, et c'est son unique enfant, s'il vous plaît, c'est son unique enfant. Elle était vraiment, vraiment choquée. On se demande, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais, je sais pas. C'est triste. C'est vraiment, c'est tragique. En tant que parent, on ne peut que s'attrister à la perte d'un enfant. Donc, toutes nos condoléances à la famille. Donc, nous ne dirons pas de nom pour respecter leur intimité. Donc, vraiment, toutes nos condoléances à la famille de ce petit garçon. Pourquoi envoyer son unique enfant dans un internat? Bonne question. Ouais, quand les choses comme ça se passent, on se pose des questions et aussi on se demande comment est-ce qu'on peut éviter cela, comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de choses. Et pendant que moi particulièrement j'y pensais, je me suis retrouvée à questionner les internats. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que nous voyons en Afrique, la plupart des personnes qui le font, même en Occident, c'est des personnes qui ont beaucoup de moyens. Généralement, le pauvre ne va pas envoyer son enfant dans l'internat parce que c'est tellement cher. C'est tellement cher et il ne peut pas s'en sortir. Généralement, c'est les riches qui le font. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Parce que je suis sûre, parce que tout le monde veut ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Donc, je suis positive que quand un parent envoie son enfant là-bas, c'est parce qu'il estime que c'est le meilleur qu'il puisse offrir à son enfant. Parce qu'il y a des internats qui coûtent pratiquement des millions de francs CFA. Si tu es en Afrique centrale, ici aux États-Unis, des milliers de dollars. Bien sûr. Comparé à l'école publique qui n'est presque rien. Donc, généralement, le parent se dit, bon, voilà le meilleur que l'argent peut offrir, voilà ce que je vais offrir à mon enfant. Mais est-ce que c'est la meilleure, la meilleure solution? Est-ce que c'est bien d'envoyer son enfant là-bas? Parce que je me suis toujours demandé, quand tu envoies ton enfant dans un internat, qui éduque cet enfant-là? Est-ce que tu es confident de permettre qu'une institution donne des valeurs à ton enfant? Inculque de la morale à ton enfant. Cet amour paternel ou maternel, est-ce que cette institution va le lui donner? Donc moi, je ne sais pas, je dis, moi, je n'enverrai pas mon enfant dans un internat, même si j'avais tout l'argent du monde, parce que, regardez par exemple l'histoire d'un enfant qui il a fait 2 jours dans un placard. Et directement, en tant que parent, je me dis, si l'enfant revenait de l'école chaque soir, si l'enfant allait à l'école dans une école peut-être privée ou publique de la place et revenait chaque soir, il n'allait pas passer 2 nuits dans l'internat, dans le placard parce que il devait devoir rentrer à la maison. Et tout cela ne devait pas se passer pendant des semaines, des mois sans que le parent ne soit au courant, sans que le parent ne sache. Donc, je ne sais pas, je n'ai jamais été confortable avec envoyer les enfants dans les internats. Si ça ne paraît que de moi, on ferme tous les internats parce que chaque parent doit éduquer son enfant. Chaque parent doit garder son enfant à la maison. C'est quelque chose qui dure depuis des années, donc je ne pense pas que c'est totalement des mauvais côtés, sinon partout dans le monde, il n'y aurait pas d'internat. C'est quelque chose d'important. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'aide. Ça peut être un enfant qui est un peu gâté, c'est un enfant qui est turbulent, c'est un enfant qu'ils ont un peu trop chouchouté, c'est la faute des parents parfois, s'ils n'arrivent pas à lui apporter l'éducation qu'ils aimeraient que l'enfant ait. Donc mon enfant me dépasse, je l'envoie à l'internat. Il y a des cas comme ça. On peut dire ça simplement comme ça, on peut dire ça. On peut le dire comme ça. Il y a d'autres aussi, c'est par amour, parce qu'on ne veut pas que l'enfant soit quelqu'un qui peut-être connaît un peu trop de facilité, si c'est des parents nantis. Et il y a le côté aussi de temps. Si on est trop occupé avec plein de business, parce que un problème aussi avec les personnes riches, c'est que c'est ça, on cherche à maintenir le niveau de vie, on cherche à maintenir cette richesse. Et pour maintenir cette richesse, il faut être occupé, il faut beaucoup voyager, il faut faire beaucoup
beaucoup de sacrifices. Et du coup, sacrifier l'enfant. Parce que c'est un peu comme un sacrifice. Si je suis tellement occupée que je ne peux pas m'occuper de mes enfants, et que je les envoie dans un internat, ça veut dire que c'est au risque et péril de cet enfant-là. Bon, moi, parfois aussi, l'environnement est tel que... Vous pensez, parents, s'il vous plaît, parce que moi... L'environnement est tel que, tu l'avais mentionné, c'est la recherche du meilleur pour l'enfant, en fait. Donc, il y a des institutions très cotées, c'est-à-dire qu'ils ont une réputation d'avoir de bons enseignants, d'inculquer certaines valeurs. Moi, j'ai des sœurs, par exemple, qui ont fait l'internat. Il y avait des internats qui étaient dirigés par des religieuses, où elles sont parties et tout pour qu'on leur inculque les valeurs religieuses et tout. Ben, dans tout, il y a toujours des bons et mauvais côtés. Un enfant, même étant avec ses parents à la maison, meurt. C'est malheureux. Je pense que c'est beaucoup plus le problème de maltraitance, de bisoutage, en fait, qu'on doit voir, de bullying à l'école. Et donc, moi, ce que j'accuse, en fait, c'est l'école. J'accuse le principal, j'accuse les enseignants et tout, parce que dès que un parent vous confie son enfant, vous avez la responsabilité du bien-être de cet enfant-là. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes les premiers à le savoir et vous êtes les premiers à devoir sonner l'alarme pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez appeler les parents. Et je ne sais pas si directement, quand ils ont constaté que l'enfant était avait des blessures, s'ils l'ont envoyé à l'hôpital ou bien même s'ils ont attendu les parents. Ils ont attendu les parents à l'école. Mais ça, c'est grave. Et d'après ce que la maman même dit, quand l'enfant leur raconte les faits, pendant qu'ils se rendent à l'hôpital, ils appellent le principal au téléphone pour lui dire, pour demander au principal s'il le voit. Et le principal leur accroche le téléphone au nez. Donc, en fait, moi, je n'accuse pas les parents, mais je dis seulement, vous, les parents qui nous suivez aujourd'hui, si vous pouvez prendre mon conseil, n'envoyez pas vos enfants dans les internats. Et cet internat doit être fermé. Pour commencer, cet internat doit être fermé. Et si ça ne dépendait que de moi, tous les internats du monde seraient fermés. Bon, ce n'est que mon opinion. Dites-nous ce que vous pensez. C'est vrai que c'est radical, mais vraiment, il y a des responsabilités qui doivent être partagées là et la justice doit s'occuper de cette affaire. Les enfants, les jeunes gens qui ont un rapport avec ça, tout le monde doit être avisé et la justice doit prendre cette affaire en main. Vivement. Ouais. Allez, commentez et merci beaucoup. Bon voilà, comment fait-on? À la cuisine ce jour, Payuri va nous donner quelques astuces. Bon, d'accord. Donc, comment fait-on pour ne pas pleurer en découpant les oignons? Surtout si tu as le make-up. You don't want to be crying. Ça, c'est Michel qui cuisine avec le make-up. Sinon, généralement, les vraies cuisinières, elles n'ont pas besoin de se maquiller. Mais les cuisinières qui cuisinent devant les caméras, comme Michel, elles aiment bien les selfies. Ok. Donc, bon, sérieusement. Comment fait-on pour découper les oignons sans pleurer? C'est simple. Épluchez vos oignons et quelques minutes avant de les découper, gardez-les trempés dans de l'eau. Donc, un gros bol, vous laissez vos oignons, vous pouvez être en train de cuisiner ou bien faire tout ce que vous voulez, ou bien vous n'êtes même pas prête à cuisiner encore, mais vous les épluchez et vous les laissez dans l'eau pendant un moment. Et au moment maintenant de les découper, paf, on ne pleure plus. Et il y a une autre astuce de grand-mère qui est mettre une bûchette d'allumettes entre les dents. Donc vous avez la bûchette d'allumettes entre les dents et vous commencez à découper. Et généralement, on pense que, je ne sais pas, c'est de la magie ou bien c'est... Comment ça marche? Et bon, c'est la substance qui est dans le bout de la bûchette d'allumettes, ce bout qu'on va
craquer sur la boîte et qui va s'enflammer. C'est ce bout-là, en fait, qui absorbe tout le gaz, en fait, qui ressort de l'oignon. Donc, c'est un peu scientifique. On sait mais c'est pas dangereux si ça explose. Mais est-ce que... Michel, c'est pas comme si on va craquer l'allumette. Elle est juste là dans la bouche et tout, et donc ça absorbe. Tu essaies et tu me dis. J'aimerais vraiment essayer. C'est la première fois que j'entends cette astuce. Bon, vous aussi, vous allez à la maison et vous essayez. Et dites-nous comment ça marche pour vous. Dites-nous comment ça marche. Bon, voilà, c'était la causerie avec Michel D. Et Paillerie. Merci d'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Et envoyez-nous vos questions pour que nous en parlions. À la prochaine et prenez bien soin de vous. Bye. À bientôt.